et statistiques à la direction générale du ministère de la Cohésion sociale. Tu es par ailleurs président de l'association des lecteurs d'alternatives économiques. C'est d'ailleurs comme ça que nous connaissons l'un et l'autre. Et tu as notamment écrit récemment des livres sur André Gorz, et un qui est reparu récemment, Un penseur pour le XXIe siècle. Carlo Vercellone est économiste et professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Ses travaux portent notamment sur le capitalisme cognitif, l'économie de la connaissance et du numérique, le revenu de base. C'est là aussi où il y a un lien sans doute plus précis avec André Gorz, et sur la problématique des communs comme mode de production. C'est aussi ça un rapport avec la sortie du capitalisme, je l'imagine. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Donc je vous laisse la parole et je vous remercie bien de la prendre. Merci beaucoup Bernard, et merci de cette invitation et de votre accueil. Alors, ça me fait plaisir parce qu'il y a un certain nombre de têtes connues, notamment Suzanne en face de moi, et donc je suis très heureux avec Carlo de venir vous parler de la pensée d'André Gorz, parce que, comment dire, j'avais noué une très forte amitié avec André Gorz, et donc je m'étais fait un peu le serment de faire en sorte que sa pensée reste vivante et vivifiante. Voilà. Et donc, du coup, tout ce qui contribue à exposer et mettre dans le débat public la pensée d'André Gorz, parce que je pense que c'est une pensée qui est vraiment très très utile aujourd'hui, et quelque chose qui participe, je dirais, du sens à ma vie. Voilà. N'ayons pas peur des mots. Moi je ne suis pas un chercheur, hein, donc comme je viens de vous le dire, j'avais cette relation d'amitié avec André Gorz, donc je connais un peu son itinéraire et sa pensée, et je pensais que c'était utile de faire cette intervention à deux voix avec Carlo Vercellone, qui lui est un vrai chercheur, qui connaît très bien la pensée d'André Gorz, qui l'a côtoyé. Question des statuts. Voilà. Et non, mais c'est toujours d'où on parle, tu sais, c'est cette histoire de savoir d'où on parle. Et bon, il se trouve qu'avec Carlo, depuis quelque temps, on a quand même une complicité autour justement de l'œuvre d'André Gorz, et le livre que tu as cité, que tu as eu la gentillesse de citer, Bernard, qui s'appelle André Gorz, Un penseur pour le XXIe siècle, est un ouvrage collectif dans lequel Carlo a fait une contribution sur laquelle je vais d'ailleurs m'appuyer dans un instant. Voilà, et donc vous pourrez éventuellement vous reporter à ces écrits, sachant qu'on a également contribué à un ouvrage qui vient d'être réédité dans un volume plus important qui s'appelle Le Moment Gorz, qui est paru pour le 10e anniversaire de la mort d'André Gorz, puisque c'était l'année dernière en septembre dernier, qui est paru aux éditions Le Bordelot. Et ce volume est intéressant parce qu'en plus de ça, je vous le signale, il y a un DVD dans cet ouvrage collectif qui est en fait une longue interview que André Gorz avait donnée en 1993 à la chaîne Arte. Et en fait, c'est un long dialogue sur la question du travail, justement, sur l'avenir du travail. Je crois que ça s'appelle Le travail demain. Et qui est un long dialogue entre André Gorz et Jean-Baptiste de Foucauld, qui à l'époque était commissaire au plan. Et donc ils avaient eu au domicile d'André Gorz, à Venon, un long échange. Et donc j'ai eu le plaisir d'obtenir de la chaîne Arte qu'il numérise cette émission, et qu'ensuite il cède les droits pour que cette longue interview puisse être diffusée en même temps que cet ouvrage. Voilà, ça c'est la petite
petit moment de publicité. Et donc, voilà. On va peut-être passer à l'intervention. Alors, Carlo et moi, on a écrit nos interventions. Moi, je l'ai fait parce que je ne suis pas un grand orateur. Et donc, du coup, je vous demande un peu d'indulgence parce que je serai amené, évidemment, à regarder beaucoup mes papiers en faisant cette intervention. On a prévu de faire à peu près une vingtaine de minutes chacun, comme tu nous l'avais demandé, de façon à ce qu'ensuite on ait un moment d'échange. Avec un petit préambule, je voudrais quand même simplement dire 2-3 choses sur la personne d'André Gorz, pour dire que de son nom d'état civil, il s'appelait Gerhard Horst, et il est né Gerhard Hirsch, et il s'est fait connaître du grand public à la toute fin de sa vie, puisqu'il avait publié cette fameuse lettre d'amour qui s'appelle Lettre à D, et qui est une lettre qu'il adresse à son épouse Dorine, et dans laquelle il lui dit toute la reconnaissance qu'il lui voue pour lui avoir permis d'accepter son existence. Et donc c'est effectivement l'ouvrage qui l'a fait connaître du grand public, parce qu'aujourd'hui Lettre à D est vraiment un livre qui s'est largement diffusé. Et qui est paru donc en 2006, un an avant leur suicide commun, puisque, comme vous le savez peut-être, le 22 septembre 2007, André Gorz et Dorine se sont suicidés dans leur maison de Venon. Il était né à Vienne, en Autriche, en février 1923. En 1939, il est mis à l'abri par sa mère en Suisse en raison de ses origines juives, et il restera 10 ans en Suisse avant de venir s'installer en 1949 à Paris, ici. Mais ces années suisses, si je puis dire, et notamment les années 1946-47, sont pour lui décisives, dans le sens où 3 événements majeurs vont définitivement orienter le cours de sa vie. Sa rencontre en 1946 avec Jean-Paul Sartre, dont il connaissait déjà l'œuvre existante à cette époque-là, mais c'est sa première rencontre physique, je dirais, avec Jean-Paul Sartre, qui, comme vous le savez, deviendra un peu son mentor, puisque André Gorz rejoindra assez vite après la Revue des temps modernes, pour lequel il aura un rôle assez important, notamment dans toutes les années 60 jusqu'au début des années 70. En 1947, il rencontre à Lausanne celle qui va devenir sa femme, Dorine Kerr, qui est d'origine anglaise. Et puis, cette même année de 1947, il fait ses premiers pas de journaliste, qui, comme vous le savez peut-être, sera en fait son métier pendant près de 30 ans, et notamment au Nouvel Observateur, auquel il a participé au lancement, où il sera journaliste sous le pseudonyme de Michel Bosquet. Donc parallèlement, et notamment à partir de 1958, il a peu à peu construit une œuvre théorique de théoricien dont le fil rouge pourrait se résumer à la question de l'émancipation, entendue comme une réponse à l'aliénation et non simplement comme réponse à l'exploitation. Avec, je dirais, en toile de fond, une double compréhension du mouvement de l'histoire. D'une part, la dynamique systémique du capitalisme comme processus fondamentalement contradictoire, c'est-à-dire dont le développement procède par des convulsions périodiques au coût social considérable, et d'autre part, la poussée subjective perpétuelle de libération qui anime les individus dans la société. Voilà en quelques mots pour situer le personnage. Lorsqu'on lui demandait comment se définit André Gorz, il répondait « Je me vois comme un philosophe naufragé qui, à travers des essais en apparence politiques, essaie de faire passer en contrebande des réflexions originalement philosophiques. Je ne comprends donc pas la philosophie à la manière des créateurs de grands systèmes philosophiques, mais comme la tentative de se comprendre, de se découvrir
de se libérer, de se créer. La pensée d'André Gortz, qui est une pensée donc de philosophe, c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent tout de suite en introduction, aura quand même fortement influencé la sociologie et la science économique. Mais la radicalité de sa pensée en a souvent fait un auteur à part auquel le monde académique ne se réfère qu'à la dérobée, quand il ne l'ignore pas tout simplement. Gortz n'hésitait pas non plus à côtoyer le monde syndical, surtout la CFDT en France dans les années 70, ou les formations politiques comme les Grünen et le SPD en Allemagne durant les années 80 et 90, pour nourrir leurs réflexions. Il ne concevait en effet son rôle d'intellectuel que dans le dialogue permanent avec les mouvements sociaux. C'est ce qu'un petit peu a dit tout à l'heure Bernard. Gortz, par exemple, fait part en 1989 aux dirigeants du SPD des commentaires que lui inspire leur programme de long terme qu'ils viennent d'élaborer. Dans un texte intitulé « Capitalisme, socialisme, écologie », il ne ménage pas ses efforts pour aider un vieux parti ouvrier à renouveler et reformuler les thématiques d'action. Dans le préambule à ce texte, republié dans un recueil qui porte le même titre, mais publié en 1991, Gortz écrit, je cite, « Le travail qui consiste à redéfinir les tâches anciennes par la prise en compte des réalités nouvelles n'est jamais à court terme assuré de succès. La seule chose sûre est que la gauche n'a pas d'avenir si elle ne s'attelle pas à ce travail. » Et il ajoute « Il nous faut réussir le tour de force de répondre à la fois aux questions du XIXe siècle et à celles du XXIe siècle. » Ces propos, donc, qui datent de plus de 25 ans, n'ont pas pris une ride, et il ne manque pas non plus d'entrer en résonance avec les interrogations politiques du moment. De même, la crise économique depuis 2007 suscite un regain d'intérêt pour la pensée gortzienne. Il est vrai que certains de ces ultimes textes, sur lesquels on va revenir dans un moment, loin des discours souvent convenus sur la nécessaire régulation du capitalisme, offrent une lecture à la fois anticipatrice et très radicale des bases actuelles de ce système économique qu'il estime de plus en plus précaire. Ainsi, dans « La sortie du capitalisme a déjà commencé », qui est un article qu'il a écrit au printemps 2007, Gortz explique « On a beau accuser la spéculation, les paradis fiscaux, l'opacité et le manque de contrôle de l'industrie financière, la menace de dépression, voire d'effondrement qui pèse sur l'économie mondiale n'est pas due au manque de contrôle, elle est due à l'incapacité du capitalisme à se reproduire. » Plus d'un an avant l'annonce de la faillite de la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008, qui symbolise aujourd'hui l'entrée dans une des crises économiques les plus importantes de l'histoire, ces phrases ne manquent pas d'attirer l'attention. Mais elles prennent un relief plus saisissant encore lorsqu'on les met en regard avec des propos que Gortz tenait dans un entretien 25 ans plus tôt, en 1984. Et il disait ceci: en ce qui concerne la crise économique mondiale, nous sommes au début d'un processus long qui durera encore des décennies. Le pire est encore devant nous, c'est-à-dire l'effondrement financier de grandes banques et vraisemblablement aussi d'États. Ces effondrements, ou les moyens mis en œuvre pour les éviter, ne feront qu'approfondir la crise des sociétés et des valeurs encore dominantes. Pour Gortz, plus de doute, donc, la sortie du capitalisme a bel et bien commencé. Reste à savoir quelle forme elle prendra et à quel rythme cette sortie va s'opérer. Il n'est donc pas inutile de mieux saisir l'influence de Gortz sur les débats contemporains. Cette influence peut être appréciée autour de 3 thèmes majeurs de sa pensée, forcément imbriqués. D'abord, sa conception de l'évolution du capitalisme. Ensuite, celle concernant le rôle et la place du travail. Et pour finir, sa façon d'envisager le dépassement de la société salariale en prônant l'instauration d'un revenu d'existence qu'il avait pourtant combattu jusqu'au milieu des années 90. Alors je vais prendre successivement ces points, sachant que Carlo approfondira un certain nombre de choses.
J'espère qu'il n'y aura pas trop de redites. S'agissant du capitalisme et de sa crise ultime, Gortz a toujours tenté effectivement de combiner l'analyse rigoureuse de la dynamique du système capitaliste avec une réflexion approfondie sur les conditions de son dépassement. En schématisant à peine, et là je m'appuie d'ailleurs sur l'article que je citais tout à l'heure de Carlo, on peut distinguer 3 périodes dans l'analyse gortzienne de la dynamique du capitalisme. Au début des années 1960, Gortz adopte une conception classiquement marxiste. Mais il refuse cependant le matérialisme dialectique enseigné dans les pays de l'Est et par les théoriciens du Parti communiste français. Cette opposition au matérialisme dialectique est d'ailleurs un thème central d'un livre qu'il fera paraître dès 1959 et qui s'appelle « La morale de l'histoire ». Il y montre qu'il n'y a pas un sens prédéterminé de l'histoire censé préparer ipso facto l'avènement du socialisme. Il rejette tout autant le structuralo-marxisme universitaire développé notamment par Louis Althusser et ses disciples et qui deviendra vite dominant en France chez ceux qui se réclament du marxisme. Pour Gortz, le capitalisme ne peut pas se concevoir comme un processus sans sujet. Il fait alors porter son attention tout autant sur les structures que sur les relations subjectives autour desquelles se nouent les rapports de domination. Il se définit donc plutôt comme un théoricien critique de l'aliénation. Dans ce sens, il trouve à ce sujet de passionnants développements dans la critique de la raison dialectique de Jean-Paul Sartre, dont je vous rappelle que cet ouvrage est paru en 1960, qui viendront enrichir sa réflexion. Et il dit à ce propos, à l'époque, je pensais que l'évolution technique allait éliminer progressivement le travail non qualifié et répétitif au profit d'un travail de plus en plus intellectualisé, techniquement avancé, et donc potentiellement favorable à l'épanouissement des capacités d'autonomie. Il va tenir cette conception jusqu'au début des années 70, et notamment jusqu'à la parution d'un livre collectif qui s'appelle « Critique de la division du travail », pour ensuite s'apercevoir que c'était là attendre de l'évolution technique une efficacité politique qu'elle ne possède évidemment pas. À partir de ce moment, sa réflexion sur le capitalisme subit l'influence des néo-marxistes comme Stefan Marglin et surtout Herbert Marcuse, puis celle de Ivan Illich, qui lui, comme certains d'entre vous le savent, n'était pas marxiste. Gortz ne dit pas que la technique est politique en elle-même, mais simplement que le choix des techniques, donc le sens dans lequel elles évoluent, est toujours motivé par le souci d'assurer au capital le maximum de pouvoir et de contrôle sur le travail vivant. La technique n'est donc pas neutre, elle contribue même grandement à modeler la société. Le souci du capital de renforcer son pouvoir, précise-t-il, est au moins aussi déterminant que le souci de productivité. La méga-machine, là je cite Gortz, industrielle, bureaucratique, fonctionne comme une matrice qui façonne la classe ouvrière en image inversée du capital et la force à reproduire dans et par son travail cette organisation et cette division hiérarchique du travail. Bref, pour Gortz, certains outils sont appropriables et d'autres beaucoup moins, mais globalement, la réappropriation collective de ces moyens de production-là suppose la fin de la méga-industrie, des méga-outils caractéristiques du Fordisme. La rationalité économique du capital et son mode d'organisation du travail, dans ce qu'il appelle à la suite d'Ivan Illich la sphère de l'hétéronomie, on y reviendra, sont finalement considérés par Gortz à cette époque comme un horizon indépassable. Et le dépassement du capitalisme ne peut plus être pensé comme le renversement de la division capitaliste du travail. Cette vision cède alors la place à une approche qui s'inspirera plus des travaux de Karl Polanyi. Carlo, dans son article, développe beaucoup ce point, où le dépassement de la domination du capitalisme est conçu comme l'encastrement et la subordination restrictive des activités économiques régies par la rationalité du capital à des valeurs et à des objectifs sociétaux et écologiques. Cette vision sera notamment et brillamment exposée dans un ouvrage dont je vous recommande vraiment la lecture, qui s'appelle « Les métamorphoses du travail »,
qui est paru en 1988 et qui, de mon point de vue, est sans doute l'ouvrage le plus abouti d'André Gortz. Mais à ce stade, et là je reprends à nouveau les propos de Carlo, l'analyse d'André Gortz reste cependant tributaire d'une continuité substantielle avec la logique du développement de la division du travail propre au capitalisme industriel. Et cette posture, comme Gortz lui-même finira par le reconnaître à la fin des années 90, ne lui permet pas d'intégrer alors les perspectives ouvertes par le post-fordisme, l'informatisation généralisée, la dématérialisation et l'intellectualisation du travail. Elle donne un caractère bien trop étanche entre d'un côté la sphère du travail hétéronome et de l'économique et de l'autre la sphère du travail autonome et du non économique. À partir du milieu des années 90 et notamment en 97 va s'opérer une bifurcation à nouveau dans la pensée d'André Gortz à l'occasion de la parution d'un ouvrage assez remarquable qui s'appelle « Misère du présent, richesse du possible ». Mais là, je ne vais pas m'étendre parce que Carlo approfondira particulièrement les derniers écrits d'André Gortz. Mais disons que c'est l'idée que nous sommes entrés dans une économie dans laquelle la connaissance, l'intelligence, le savoir-faire peuvent être stockés sous forme de logiciels reproductibles en quantité illimitée pour un coût négligeable. Ces logiciels sont directement productifs puisqu'ils peuvent non seulement calculer, mais également gérer et coordonner. Et ils permettent d'énormes économies de temps de travail dans la production matérielle, de telle sorte que la valeur d'échange des produits tend à baisser et les volumes de profit avec. La parade, et là je cite Gortz, à cette tendance est habituellement la recherche de positions de monopole. Et c'est bien cela, souligne André Gortz, que nous observons sous des formes relativement nouvelles. Les firmes s'identifient de moins en moins avec leur production matérielle, dont la valeur tend à baisser, et de plus en plus avec les contenus immatériels, symboliques, cognitifs, esthétiques de leurs produits. C'est-à-dire des contenus dont la valeur dépend non plus de leur utilité pratique, mais de leur désirabilité intrinsèquement subjective, notamment du prestige de l'image de soi qu'ils procurent aux clients. En conséquence, la valeur du capital immatériel des firmes est une fiction boursière, puisque leur production, à forte dimension immatérielle, correspond de moins en moins à des marchandises normales, dont la valeur est mesurable selon un étalon de mesure qui leur est commun. L'effondrement des bourses et l'éclatement des bulles spéculatives à répétition, en crise de plus en plus grave, démontrent, selon Gortz, la difficulté intrinsèque, et ça c'est une thèse très forte de la fin de son œuvre, la difficulté intrinsèque qu'il y a à vouloir faire fonctionner le capital immatériel et le capitalisme cognitif comme un capitalisme. Ce n'est pas seulement par le manque de légitimité que le capitalisme, selon Gortz, est voué à disparaître, c'est aussi parce qu'il met hors jeu une proportion inéluctablement croissante de candidats à l'emploi, alors même qu'il fait du travail le fondement de l'intégration sociale. Donc là, je passe à la deuxième aspect, qui est plutôt centré sur la question du travail et de l'emploi dans l'œuvre d'André Gortz. L'analyse qu'André Gortz fait du travail peut sembler paradoxale à bien des égards. Sa thèse principale tient en quelques mots. Si l'on veut que le travail devienne libérateur, il est nécessaire d'en finir avec la société du travail. Il nous faut, écrit-il, sortir du travail et de la société de travail pour retrouver le goût de la possibilité du travail véritable. En réalité, il n'est pas arrivé à cette position d'entrée de jeu. Un peu comme pour son analyse du capitalisme, dans un premier temps, antérieur à un livre important dans son œuvre qui s'appelle « Adieu au prolétariat », il s'inscrit dans une problématique marxiste assez classique, celle de la centralité du travail. Mais à partir de 1980, donc date de la parution de « Adieu au prolétariat », il tourne cette page et avance une lecture totalement instrumentale du travail, moyen contraignant pour accéder à la vraie vie, celle de l'épanouissement personnel.
et là je cite Gortz, « La vraie vie commence hors du travail, le travail devient un moyen pour élargir la sphère du non-travail. Il est l'occupation temporaire par laquelle les individus acquièrent la possibilité de poursuivre leurs activités principales. » Donc ça, c'est une citation de Adieu au prolétariat. Car l'épanouissement personnel réside dans l'œuvre, la création, les domaines où s'expriment en toute liberté les passions, les talents, les désirs de chacun, et au sein desquels chacun peut devenir autonome. Au contraire, dans la production, le savoir-faire de chacun ne constitue qu'une fraction du savoir-faire d'ensemble. L'activité productive, pour être efficace et produire des biens et des services complexes, a besoin de s'appuyer sur une division du travail de plus en plus fine. Ce qui favorise certes la coopération, mais en même temps, le travail n'est plus une activité propre aux travailleurs. Qu'il soit exécuté à l'usine ou dans les services, c'est dans l'immense majorité des cas une activité plus ou moins passive, préprogrammée, totalement assujettie au fonctionnement d'un appareil et ne laissant pas de place à l'initiative personnelle. Dès lors, l'objectif doit être non plus de se libérer par la maîtrise collective du travail, comme le pensait Marx, mais de se libérer du travail, pilier de l'activité que Gortz, à la suite d'Ivan Illich, qualifie d'hétéronome, par opposition aux activités autonomes, qu'elles soient productives ou non productives. La production de type économique est donc un mal nécessaire pour passer du règne de la nécessité au règne de la liberté, pour reprendre la dichotomie de Marx. C'est ce qui lui donne sens, non parce qu'elle serait une fin en soi, comme c'est le cas dans le capitalisme, mais parce qu'elle ouvrirait la porte à une société où, au fur et à mesure que l'activité économique devient plus efficace, le temps de travail nécessaire pour produire s'y réduit, et où par conséquent le temps disponible pour l'autonomie peut prendre une place grandissante. Certes, dans ses livres ultérieurs, et on y reviendra, Gortz insiste sur la nécessité de faire en sorte que la sphère hétéronome incorpore une certaine dose d'autonomie, de sorte que ce type de travail s'humanise autant que possible. Mais sa fonction première n'est pas de libérer l'homme, elle est de produire ce qui est nécessaire en y consacrant le moins de temps possible, de sorte que puisse se développer l'autoproduction du facultatif, du gratuit, du superflu, bien du non nécessaire qui donne à la vie sa saveur et sa valeur. Or, justement pour Gortz, les gains de productivité sont tels que l'emploi est condamné à se rétrécir sensiblement et de manière continue. Si l'on veut éviter un chômage de masse croissant, la gestion de l'emploi doit donc aller vers une réduction drastique de la durée du travail. D'autant plus drastique que seuls méritent d'être maintenus les emplois qui permettent de créer des biens et des services que l'autoproduction ne parviendra jamais à égaler. Ce qui, évidemment, ne fait pas le jeu du capitalisme, lequel s'efforce par tous les moyens d'éviter cette échéance. D'abord en marchandisant tout ce qui peut l'être, notamment la connaissance, qui de bien commun qu'elle était jusqu'alors, tend de plus en plus à être privatisée. On y reviendra avec Carlo. Ensuite, en multipliant des emplois sans finalité sociale, c'est-à-dire qui ne sont à l'origine d'aucune efficacité accrue pour la société, car ils consistent seulement à transférer sur certains, ce qu'il appelle dans les métamorphoses du travail les nouveaux serviteurs, les tâches que d'autres souhaitent s'éviter, mais qui peuvent financer grâce au fait qu'ils gagnent bien plus d'argent par heure que ne leur coûtent ces serviteurs. Enfin, et surtout, en rendant l'emploi plus rare et plus précaire pour un nombre grandissant de travailleurs. La conclusion, du point de vue de Gortz, est sans appel, le post-fordisme produit son élite en produisant du chômage. À moins d'imaginer une société dans laquelle la croissance économique demeurerait ad infinitum plus forte que les gains de productivité, il est clair que la tendance à la réduction de la durée du travail est inscrite au cœur même de la problématique économique. D'autant que, avec la prise en compte des dégâts environnementaux et sociaux,
la croissance économique fournit de moins en moins de bien-être et de plus en plus de problèmes aux sociétés industrialisées. C'est pour préparer la transition vers une société d'accroissance où le marché et l'activité économique n'occuperaient qu'une place réduite que Gortz, après s'y être longtemps opposé, s'est rallié à l'idée du revenu d'existence. Et donc là, je termine mon intervention donc, sur le revenu d'existence, mais Carlo complétera, puisque André Gortz a longtemps effectivement récusé cette proposition, parce qu'il y voyait un obstacle à son idée première, qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est le travail qu'il faut répartir de façon aussi égalitaire que possible, pour que nul ne vienne à manquer, et que l'ajustement se fasse par la réduction du temps travaillé par chacun. Puisque le travail hétéronome est une nécessité sociale, mais qu'en même temps, en limitant l'autonomie de ceux qui l'exercent, il va à l'encontre d'une vie bonne, autant faire que chacun porte sa part du fardeau. Une allocation universelle, estimait-il, risquerait d'empêcher toute redistribution égalitaire du travail hétéronome, donc de conforter les rapports sociaux de type capitaliste. C'est donc pour ces raisons que jusqu'au milieu des années 90, il s'est effectivement opposé à l'idée du revenu d'existence et il préférait une déconnexion du revenu et du temps de travail qu'il avait théorisé notamment dans un ouvrage paru en 1983 qui s'appelle « Les chemins du paradis », où il développait l'idée de son revenu social. Mais donc, en 1997, et on y reviendra, dans « Misère du présent, richesse du possible », il abandonna cette position, notamment parce que l'allocation universelle, en étant versée à tous sans aucune conditionnalité, allait inciter un nombre accru de personnes à préférer le développement d'activités bénévoles, artistiques, culturelles, familiales, d'entraide, donc constituer un accélérateur de la transition vers un post-capitalisme et l'accroissement de l'autonomie. En outre, ajoutait-il, dans l'économie de l'immatériel qui s'annonce, l'allocation universelle est mieux adaptée que la rémunération directe du travail hétéronome fourni, car l'efficacité productive relève désormais moins des efforts personnels que du niveau général des connaissances. Le revenu doit donc être le plus socialisé possible, puisque l'efficacité productive s'appuie de plus en plus sur des connaissances socialisées. La vision gortzienne est sans nul doute celle d'une société où peu à peu la part de l'économique irait en déclinant, qu'il s'agisse du travail productif ou des revenus primaires. C'est peut-être un débat que nous aurons avec Carlo. C'est-à-dire versé en contrepartie d'un apport productif. Pour Gortz, l'allocation universelle d'un revenu d'existence ne peut devenir émancipatrice qu'à la condition qu'il soit 1. Couplé à de véritables possibilités d'autoproduction, 2. Que le versement de ce revenu soit véritablement inconditionnel, car seule son inconditionnalité pourra préserver l'inconditionnalité des activités, accomplies donc pour elles-mêmes. Et 3, que ce revenu soit suffisant, car dans le cas contraire, elle aurait pour effet d'inciter à la recherche constante d'emplois de mauvaise qualité. Et je conclus mon intervention. Ainsi, tout au long du parcours intellectuel et politique d'André Gortz, un fil rouge court, celui qui consiste à déterminer les conditions de l'émancipation. La teneur de ses premiers écrits consistait à montrer que le réformisme pouvait aboutir à révolutionner la société en douceur, alors même qu'il a pris ses distances avec le marxisme pour rejoindre une démarche d'écologie politique. Gortz, d'une certaine manière, a réussi le tour de force de montrer que les analyses sous-jacentes à des utopies bien différentes, le communisme de Marx ou la société conviviale d'Ivan Illich, pouvaient s'enrichir en se mariant. Cependant, et ce sera mes derniers mots, ces derniers textes adoptent une tonalité plus radicale quant à la capacité de notre société à évoluer vers ces formes d'utopie. À propos de l'instauration de l'allocation universelle, il écrivait par exemple « Je ne pense pas que le revenu d'existence puisse être introduit graduellement et pacifiquement par une réforme décidée d'en haut.
Mais au final, ce qui fait l'intérêt de la pensée d'André Gortz, c'est qu'elle parvient à fédérer les grands courants intellectuels persuadés que le capitalisme n'est pas l'horizon indépassable de l'humanité. Je vous remercie. Merci. Merci Christophe. Carlo? Oui, merci Christophe. Bon, je pense que nos interventions seront à la fois complémentaires, disons, et en même temps peut-être qu'ils montreront aussi certaines différences, disons, mais on verra. C'est le jeu. C'est le jeu, voilà. Donc, normalement, j'étais censé me charger, disons, de la dernière phase, disons, de l'évolution de la pensée d'André Gortz. Et dans cette démarche, je partirai, disons, de la citation d'une texte que tu as également évoquée, publiée quelques jours, disons, avant, disons, sa mort, disons, intitulée « La sortie du capitalisme ». Et ce texte débute avec ces propos lapidaires que je vais vous lire. La question de la sortie du capitalisme n'a jamais été plus actuelle. Elle se pose en des termes et avec une urgence d'une radicale nouveauté. Par son développement même, le capitalisme atteint une limite, tant interne qu'externe, qu'il est incapable de dépasser, et qui est en fait un système mort-vivant, qui se survit en masquant par des subterfuges la crise de ses catégories fondamentales, le travail, la valeur, le capital. Puis, quelques pages plus loin, Gortz précise l'essence de cette thèse en relation avec la crise écologique, en affirmant « La sortie du capitalisme aura donc lieu d'une façon ou d'une autre, civilisée ou barbare. La question porte seulement sur la forme que cette sortie prendra et sur la cadence à laquelle elle va s'opérer. » Donc nous avons choisi en guise d'introduction de cet exposé consacré à cette dernière partie de la phase de Gortz de partir de ces citations pour deux raisons. La première est que ces passages résument de manière percutante l'interprétation gortzienne du sens et des enjeux de la crise actuelle du capitalisme, une crise qui marque, selon lui, une cassure par rapport au mode de fonctionnement, entre guillemets, normal du capitalisme, c'est-à-dire du capitalisme industriel. Ce bouleversement se traduirait par une perte de pertinence des catégories de l'économie politique classique, marquée par l'épuisement de deux facteurs sur lesquels le capitalisme industriel avait pu tant bien que mal faire reposer sa légitimité historique, à savoir, premièrement, son rôle démiurgique, indispensable dans l'organisation du travail et de la production. D'autre part, sa capacité de remplir un rôle progressif dans la réalisation de la fonction historique que Marx, à tort ou à raison, attribuait au capital, c'est-à-dire celle du développement des forces productives comme instrument de lutte contre la rareté et du passage du royaume de la nécessité vers le royaume de la liberté. La seconde raison est que le point d'aboutissement de la pensée d'un auteur est souvent, pas toujours, d'un point de vue méthodologique, la meilleure méthode pour comprendre a posteriori son cheminement théorique et politique. En fait, comme tu l'as bien rappelé, la réflexion de Gortz s'étale et suit plus de 50 ans de transformation du capitalisme. Il s'agit aussi d'une pensée tourmentée et en perpétuel mouvement, dans lequel Gortz semblera parfois douter de la possibilité de concilier les deux termes à travers lesquels a été historiquement pensé au sein du marxisme, et pas seulement la question de l'émancipation du salariat, c'est-à-dire d'un côté l'émancipation du travail et de l'autre côté l'émancipation dans le travail. Ainsi, comme tu l'as rappelé, si à l'âge du Fordisme, Gortz s'était érigé en théoricien de l'autogestion, dans une seconde étape, durant les années 80 et jusqu'au milieu des années 90,
il semble se résigner à un horizon où la logique du capital apparaît comme un horizon indépassable, voire comme la seule manière économiquement rationnelle de gérer la production dans la sphère du travail social de la nécessité. Et dans ce cadre, en effet, son approche prend la perspective d'un projet, disons, fondé sur la construction d'une société, d'une civilisation du temps libéré grâce à une réduction massive, disons, du temps du travail. Puis, avec les ouvrages Misère du présent et Richesse du possible, l'immatériel et écologique, la réflexion de Gorz connaît un renouvellement important et une nouvelle bifurcation. Dans cette évolution, les dialogues qu'il instaure avec les analyses menées dans les revues Futur antérieur, Alice et Multitude, et surtout avec des théoriciens comme Jean-Marie Vincent et Antonio Negri, jouent sans doute un rôle essentiel, notamment sur les thématiques de l'intelligence collective, du capitalisme cognitif. Dans cette démarche en particulier, Gorz complète et modifie l'angle de son analyse des mutations du travail et du capitalisme à partir d'une hypothèse bien précise, à savoir celle d'une pleine réalisation de la tendance à la crise de la loi de la valeur et de l'hypothèse du général intellect, hypothèse évoquée par Marx dans un célèbre passage de Grundrisse, dans un passage qui est connu sous le terme des fragments sur les machines. Alors, de quoi s'agit-il? Il faut rappeler à ces propos que pour Marx, comme le souligne à plusieurs reprises Gorz lui-même, le capital est la contradiction en procès. C'est en fait le développement même de la rationalité du capital, la recherche de la plus-value, du profit maximal, qui conduit le capital à réduire le temps de travail à un minimum. Et c'est là alors qu'il en fait du travail, le temps de travail, l'unique source et mesure de la richesse. Poussé à la limite, jusqu'à son aboutissement, cette tendance a deux conséquences essentielles. La première conséquence est qu'elle conduit au dépassement tendanciel de la loi de la valeur et du royaume de la marchandise. Pourquoi? Car selon Marx, et là je le cite, cette évolution fait tomber la valeur des marchandises jusqu'à un seuil où le temps de travail cessera et devra cesser d'être la mesure du travail. Tout comme la valeur d'échange devra cesser d'être la mesure de la valeur d'usage. La seconde conséquence consiste, elle, en ce que, du point de vue de la création de la richesse sociale, le travail immédiat de production n'est plus alors qu'un élément secondaire par rapport à la puissance de la connaissance incorporée et mobilisée par le capital fixe et, précision très importante, aussi et surtout par le cerveau de l'homme, de l'homme dans lequel, pour paraphraser Marx, se trouvent tous les savoirs accumulés par la société. Ces deux volets résument ce que Marx entend par général intellect, terme que l'on pourrait aussi rendre par le mot intelligence collective ou encore économie fondée sur la connaissance. Or, Gorz connaissait bien depuis longtemps ces passages de Grundrisse. Toutefois, il ne les avait jusqu'alors appréhendés que sous le seul angle de la science et de la technologie incorporée dans le capital constant. Par exemple, à travers l'analyse qui avait conduit des effets de la robotisation de la production dans l'industrie, conduisant à une baisse drastique de l'emploi. En revanche, le général intellect n'était pas pris en compte sur le plan des nouvelles qualités
d'un savoir vivant du travail se concrétisant dans une intelligence collective. Son analyse de la crise de la loi de la valeur et des mutations du travail, comme le reconnaîtra Gorz lui-même, restait en somme en quelque sorte tronquée, en particulier par une sous-estimation des effets de l'intellectualisation et de l'informatisation généralisée du travail. À partir des misères du présent et richesses du possible, cette prise de conscience impulse alors une nouvelle étape de sa pensée. L'analyse de Gorz va octroyer une place de plus en plus centrale à la montée en puissance du rôle de la connaissance et de l'immatériel, et c'est là tant pour ce qui concerne la caractérisation des nouvelles qualités de la force de travail que les lois de fonctionnement du nouveau capitalisme qui succède au capitalisme industriel. Dans cette démarche, il inscrit alors sa réflexion autour de la problématique du capitalisme cognitif. En synthétisant à l'extrême, par ces concepts de capitalisme cognitif, on désigne le passage du capitalisme industriel à une nouvelle étape du capitalisme, dans laquelle la dimension cognitive et intellectuelle du travail devient dominante tant du point de vue de la création de la valeur ajoutée, si vous voulez, que de la richesse non marchande. Dans ce cadre, l'enjeu central de la valorisation du capital et des formes de la propriété porte alors directement sur la tentative de transformer la connaissance en un capital et marchandise fictive. Gorz apporte une contribution essentielle à l'approfondissement de cette problématique, en formulant notamment la thèse selon laquelle le capitalisme cognitif n'est pas un capitalisme en crise. Il est la crise du capitalisme, et là je le cite, qui ébranle la société dans ses profondeurs. Il faut entendre par là la contradiction de plus en plus aiguë qui se creuse entre la logique rentière du capitalisme cognitif d'une part et celle immanente à une économie fondée sur les savoirs. Économie fondée sur les savoirs qui elle contient en son fond la négation de l'économie capitaliste et marchande. Cette contradiction déstabilise le capitalisme dans ses fondements épistémiques et se manifeste tant à travers une divorce croissante entre la logique de la valeur et celle de la richesse que sur le plan du rapport capital-travail dans la sphère de la production, ce que nous allons voir. En fait, une première contradiction structurelle que rencontre le capitalisme cognitif plonge ses racines dans le statut même du bien commun ou collectif de la connaissance, à savoir dans son caractère non rival, non contrôlable et cumulatif. À la différence des biens matériels, comme par exemple ce stylo, la connaissance en effet ne se détruit pas dans la consommation. Au contraire, elle s'enrichit lorsqu'elle circule librement, dans la mesure même où chaque nouvelle connaissance naît d'une autre connaissance à travers un processus auto-entretenu et cumulatif. La connaissance est en somme le prototype d'une économie fondée sur l'abondance. C'est pourquoi l'appropriation privative de la connaissance n'est réalisable qu'au moyen de l'établissement des barrières à son accès, c'est-à-dire en rendant artificiellement rare un bien autrement, naturellement, abondant. En somme, la tentative de transformer la connaissance en une marchandise fictive engendre, selon Gorz, une situation paradoxale. Une situation dans laquelle plus la valeur de l'échange de la connaissance croît, plus sa valeur d'usage, c'est-à-dire son utilité sociale, baisse du fait même de sa privatisation et de sa raréfaction. De manière plus générale, à la suite de l'essor d'une économie fondée sur la connaissance et le numérique, pour nombre de biens dématérialisés et intensifs en connaissance, comme par exemple les logiciels, les biens culturels, mais aussi par exemple les médicaments et nombre d'autres biens matériels, le temps de travail
et donc les coûts marginaux de reproduction sont très faibles, et dans certains cas tombent vers zéro. Alors, selon la théorie économique standard elle-même, ces biens devraient être vendus à des prix très faibles, voire parfois être cédés gratuitement, ce qui risquerait de conduire à la diminution drastique de la valeur monétaire de la production et donc des profits qui leur sont associés. Pour contrer ces tendances, comme tu l'as aussi évoqué, l'enjeu clé pour le capital devient alors une stratégie visant à créer des rentes, des positions et des monopoles. Selon Gorz, cet objectif, dans lequel les profits se muent en rente, est poursuivi de deux principales manières complémentaires. La première consiste à renforcer la composante immatérielle, souvent purement symbolique et superflue, de la marchandise, au moyen du design, du marketing, de l'image des marques, j'insiste pas, tu l'as bien souligné. La seconde stratégie repose, elle, sur un formidable processus de renforcement et d'extension des droits de propriété intellectuelle, notamment du copyright et des brevets, qui s'est poussé, comme vous le savez, jusqu'à remettre en cause les frontières traditionnelles entre invention et découverte, en provoquant ce que l'on a nommé la tragédie des anticommons de la connaissance. Dans les deux cas, le résultat est le même. Le capital, dans la tentative de survivre à la crise de la loi de la valeur et de perpétuer de manière forcée la primauté de la valeur d'échange, développe toujours davantage des mécanismes de raréfaction de l'offre, en engendrant une rareté artificielle des ressources. Cette tentative se heurte pourtant, selon Gorz, à des obstacles majeurs. Ces obstacles tiennent tout autant à l'exigence éthique des individus qu'à la manière dont la diffusion des technologies de l'information et de la communication rend de plus en plus difficile l'exécution véritable des droits de propriété intellectuelle. Au total, conclut Gorz, et là je le cite, l'économie de la connaissance se donne ainsi pour base une richesse ayant vocation d'être un bien commun. Et les brevets et copyright, censés la privatiser, n'y changent rien. L'ère de la gratuité s'étend irrésistiblement. L'informatique et Internet minent le règne de la marchandise à sa base, nous dit Gorz, peut-être avec un excès d'optimisme. En termes marxiens, parce que là il est fortement et solidement marxien jusqu'au bout, il existe ainsi, entre capitalisme cognitif et économie de la connaissance, une situation de radicale non-correspondance entre rapports sociaux de production et forces productives. Nous avons là une situation qui contredit les principes mêmes sur lesquels les pères fondateurs de l'économie politique avaient justifié la propriété et le développement de la logique marchande comme un instrument de lutte contre la rareté. Désormais, c'est en fait la création de la propriété qui fait apparaître la rareté. Il en résulte une contradiction de plus en plus aiguë entre le caractère social de la production d'une part et le caractère privé de l'appropriation d'autre part, qui est là l'une des manifestations majeures de la crise de la loi de la valeur à l'âge du capitalisme cognitif. Par ailleurs, le potentiel de négativité du capitalisme cognitif ne consiste pas seulement à rendre artificiellement rares des ressources abondantes et gratuites. Il se concrétise aussi, selon Gorz, dans l'accélération de la course à la prédation des ressources naturelles non renouvelables. En fait, le capitalisme cognitif ne supprime pas le productivisme propre au capitalisme industriel. Au contraire, il les réarticule, il les renforce, et c'est là à travers une alliance du capital et de la science qui met les nouvelles technologies au service d'une quête de standardisation et de transformation marchande du vivant. Cette tendance accentue le risque de destruction de la biodiversité et de la déstabilisation écologique de la planète, voire elle dessine, nous dit Gorz, le risque d'une transition vers une
civilisation post-humaine dans laquelle les conditions les plus essentielles de la reproduction du genre humain seront remodelées et produites comme des marchandises. La crise de la loi de la valeur et la perte de pertinence des catégories de l'économie politique se manifestent aussi sur le plan du rapport capital-travail. À cet égard, en rupture avec le modèle taylorien, le changement clé est lié à la montée en puissance du travail cognitif et à l'autonomie potentielle dont ce dernier dispose dans l'organisation sociale de la production. Le travail cognitif se présente en effet comme la combinaison complexe d'un travail intellectuel de réflexion, de communication, de partage des savoirs, qui se développe tant en amont que dans le cadre du temps officiel de travail. Dans ces contextes, le travail mesuré au temps passé et certifié au sein de l'entreprise n'est plus souvent qu'une fraction du temps effectif et global de travail. Mais ce qui est peut-être le plus important est la manière dont la crise de la mesure du travail est étroitement associée à un affaiblissement du contrôle du capital sur la force de travail elle-même. En fait, nous dit Gorz, et là je le cite, tout semble se passer comme si les capacités constitutives de la force de travail ne sont plus subsumables par le capital, et que la nature de la production requiert maintenant un mode de coopération sociale auto-organisée susceptible de déboucher tôt ou tard sur l'émancipation individuelle et collective des travailleurs. En somme, ce n'est plus le savoir incorporé dans le capital fixe, mais l'intelligence collective qui deviennent la principale force productive. Dans ce cadre, la valorisation du capital repose en effet de plus en plus sur la production de richesses produites à l'extérieur du système des entreprises. Dans ce que Gorz appelait auparavant la sphère du temps libre, du travail pour soi, comme le montre, pour ne citer qu'un exemple parmi d'autres, la capture capitaliste sans contrepartie des innovations issues du modèle non marchand du logiciel libre. Finalement, nous avons là, selon Gorz, une situation dualiste qui oppose potentiellement deux modèles économiques et sociaux alternatifs. Une situation qui recèle à la fois toute la misère du présent et toute la richesse du possible du capitalisme cognitif. La richesse du possible, car l'intelligence collective est porteuse de notre économie qui entretient avec le capital une relation complexe de domination et de conflit, et qui se nourrit des pratiques d'exode du travail salarié qui, à la faveur même de la crise, pourrait progressivement la rendre hégémonique. Ainsi, la rencontre entre l'intelligence collective et les moyens de production high-tech rendrait concevable la perspective d'une réappropriation collective du savoir et des forces productives, dans lesquelles l'essentiel de la production matérielle et immatérielle pourrait être réalisé dans des ateliers coopératifs et communaux. Gorz renoue ainsi sur des bases inédites avec un projet autogestionnaire qui trouve son incarnation principale dans ce que nous appellerions aujourd'hui les communs de l'écologie et de la connaissance. La richesse du possible est pourtant étroitement entremêlée aux misères du présent. Aucun automatisme n'assure en fait le passage de l'autonomie formelle à l'autonomie réelle de la force de travail. Au contraire, le travail cognitif va souvent de pair avec des formes nouvelles d'exploitation et d'aliénation encore plus redoutables que celles connues sous le taylorisme dans lequel il existait encore une frontière assez nette entre temps de travail et temps libre. Pourquoi ? Car le travail cognitif suppose une mobilisation de toute la personne et de ses temps de vie au service de l'entreprise. C'est ainsi que le modèle taylorien de la prescription des tâches, c'est de la
place à celui de la prescription de la subjectivité, où l'enjeu central devient le contrôle total du temps et de l'esprit des salariés. Je dois couper. Pour conclure, 2 minutes, c'est donc la tournure que prendra cet affrontement entre deux modèles alternatifs, cette tournure qui va dépendre les modes de sortie, civilisé ou barbare, du capitalisme qui de toute manière ne pourrait pas survivre à la catastrophe écologique. Toutefois, cette issue reste dramatiquement incertaine et ouverte. C'est en effet et surtout à l'aune de cet enjeu décisif qu'il faut comprendre l'essence du changement de la position de Gorz à l'égard de la proposition d'un revenu social garanti indépendant de l'emploi. Contrairement à des lectures à mon sens hâtives, les justifications de ces changements ne se trouvent pas dans une adhésion abrupte aux thèses de la fin du travail. Au contraire, Gorz souligne clairement que les diagnostics d'une crise structurelle de la forme du travail-emploi, du travail salarié, ne signifient point parler d'une crise du travail en soi, entendu comme l'éventail des possibilités où un travail émancipé pourrait se développer. En réalité, et ici je conclus, ce sont deux autres arguments cruciaux qui conduisent Gorz à adhérer à la proposition d'un revenu d'existence entièrement déconnecté de l'emploi. Le premier est que lorsque l'intelligence et l'imagination, c'est-à-dire le général intellect, deviennent la principale force productive, il n'est plus possible d'envisager une réduction homogène du temps de travail. Le second argument, encore plus décisif, est que le caractère inconditionnel d'un revenu social garanti permettrait au travail cognitif de retrouver la maîtrise de son temps et de renforcer sa liberté effective de choix. Nous avons là une condition essentielle pour libérer le potentiel de développement de ces modes de production alternatifs tant au public qu'au marché, que nous appelons les communs de l'écologie et de la connaissance, et dont Gorz avait esquissé avec une formidable capacité d'anticipation certains contours essentiels. Je vous remercie. Merci Carlos. Bon, après des exposés aussi denses et riches et qui auraient pu continuer, je pense, un certain temps, je pense qu'il est temps de passer aux questions, qui peuvent être des questions aussi bien pour compléter des explications, obtenir des explications, que pour contester ou dire autrement les choses. Donc je vous laisse la parole, moi je n'interviens pas.